qui effectue depuis le samedi dernier le président de la République, chef de l'État dans cette partie du pays. Le président de la République est venu aussi, vous avez suivi les activités à Kipushi, principalement à Kiko, pour redonner vie et ressusciter cette mine qui va devenir la première mine de production des en Afrique, mais la première au monde en termes de teneur. C'est une très bonne nouvelle. Et c'est pourquoi à gauche ce soir, nous aurons le ministre de Mines Kizito Pakabomba qui parlera pas seulement de la mine de zinc de Kipushi, mais il aura aussi l'occasion de parler des STL et de répondre à toutes les préoccupations qu'il y a, notamment sur la sécurité des sites miniers et autres. Monsieur le vice-premier ministre, merci. Je sais que nous sommes à peine revenus d'une autre province. En tout cas, nous étions dans la province de Olomami, particulièrement à Kanyamakasese, où le président de la République, on aura sûrement l'occasion de l'écouter tout à l'heure, a eu l'occasion de s'entretenir avec des jeunes. Mais en premier, monsieur le vice-premier ministre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette série de missions d'itinérance que le président de la République a commencé d'abord par la province orientale, disons par la province de la Chopo, et aujourd'hui dans le Haut-Katanga avec ses passages dans le Olomami. Et puis par la suite, vous pourrez éventuellement être en mesure de nous dire globalement la situation sécuritaire dans cette province, et peut-être qu'il y aura l'une ou l'autre question. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Merci. D'abord, je crois que de prime abord, il faut retenir que ça fait partie des promesses du candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de la campagne de décembre 2023. Il avait promis à tous ses électeurs qu'il reviendrait vers eux, les visiter, leur rendre compte, les rencontrer, discuter avec eux et mieux comprendre leurs préoccupations, mais aussi rapprocher les décideurs des administrés. Donc c'est aussi dans ce sens-là que le président de la République initie depuis un certain temps un certain nombre de missions d'itinérance dans les provinces. Il l'a fait dernièrement dans la province de la Chopo, où il a même eu l'occasion de tenir un conseil des ministres. Et au cours de ce conseil des ministres, il a fait savoir au gouvernement qu'il allait faire un effort pour tenir le plus régulièrement possible, si pas au moins une fois par mois, un conseil des ministres dans une de nos provinces, pour permettre à ce que les différents ministères sectoriels se rapprochent des entités décentralisées, des provinces, des villes, des territoires, pour connaître leur réalité et arriver plus facilement et plus rapidement à résoudre ou à prendre en charge les différentes difficultés. Donc ici, il a été programmé une visite dans la province du Haut-Katanga, mais aussi dans la province du Olomami, où il y a l'inauguration de la mine dans la ville de Kipushi qui a été faite hier. Il y aura aussi l'inauguration de l'immeuble nouvellement construit de l'Assemblée provinciale, qui est un grand bâtiment que le président de la République avait lancé les travaux il y a quelques mois. Et il en a profité pour tenir un conseil de sécurité provinciale qui s'est tenu hier dimanche dans la soirée, et une série d'audiences qui lui permet non seulement de se rapprocher de ses concitoyens, de les écouter, d'échanger avec eux, de comprendre, de mieux réaliser leurs différentes difficultés pour y trouver des réponses. Monsieur le vice-premier ministre, nous savons qu'ici, dans le Haut-Katanga, il y a quelques semaines, on disait qu'il y avait beaucoup de questions d'insécurité. Comme vous parlez de la réunion du Conseil de sécurité spéciale que vous avez tenue pour faire le tour de la province, qu'est-ce qu'on peut en savoir ce soir? Bon, en termes généraux, le président a eu l'occasion d'avoir tous les services de sécurité autour de la table. Il a aussi eu l'avantage d'avoir le commandant de la 22e région qui couvre tout l'ancien Katanga, c'est-à-dire 4 provinces, le Olomami, le Tanganyika et le Lualaba. Et des échanges ont été faits sur la situation sécuritaire. Un rapport lui a été fait. Je peux dire ici que en général, la situation est relativement calme, mais c'est vrai qu'il a été fait cas de certains faits saillants par-ci par-là, et ça lui a permis aussi de donner des instructions assez claires pour permettre à ce que toutes ces questions soient résolues.
Voilà, monsieur le vice-ministre, avant peut-être que nous devons vous libérer parce que le président de la République a encore des audiences en ce moment et vous devez l'assister. Mais au dernier Conseil de ministres, vous avez parlé de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, particulièrement la nomination par les Rwandais de certains administrateurs de territoire dans les partis occupés. Vous avez parlé d'une expression que l'opinion voudrait mieux comprendre, épuration ethnique. Peut-on savoir pourquoi vous en avez parlé et qu'est-ce qui motive justement aujourd'hui que vous puissiez parler de cette situation? Oui, c'est une situation, une politique mise en place par les ennemis de la République démocratique du Congo, principalement le Rwanda, qui est en train de se concrétiser. Et c'est vrai que ce sont des faits assez graves où il nous faut, pour en parler, pouvoir réunir un certain nombre d'éléments. Et au fur et à mesure, nous sommes en train de les réunir et de les consacrer. Il faut arriver à réaliser qu'au début de cette aventure du M23 supplétif du Rwanda, il a été remarqué un déplacement massif des populations qui ont été expulsées par la violence de leurs maisons, de leurs villages, de leurs cités, de leurs territoires. C'est ce qui constitue aujourd'hui l'une des plus grandes catastrophes mondiales avec l'installation, la mise en place des camps de déplacés autour de la ville de Goma, où nous avons un peu plus de 7 millions de personnes qui sont regroupées autour de la ville de Goma en situation de refuge, parce qu'ils ont été chassés par la violence, par la guerre, par cette initiative prise par le M23 soutenu par le Rwanda. Par la suite, nous avons constaté avec vous aussi qu'ils sont passés à une étape encore plus dangereuse, c'est la reconnaissance de fausses autorités coutumières pour consacrer cette nouvelle organisation en dehors des populations autochtones. Mais pendant tout ce temps-là, au niveau des services, nous étions en train de rassembler un certain nombre de renseignements qui faisaient état de la transplantation de populations étrangères dans les villages, dans les maisons de nos compatriotes qui se retrouvent aujourd'hui réfugiés dans les différents camps de déplacés. Et maintenant, nous sommes en train de certifier ces renseignements avec la venue massive de ces populations étrangères qu'on installe dans les contrées, dans le territoire de Rutshuru, dans le territoire de Massissi. Et c'est ça qui consacre une épuration ethnique. Les termes sont suffisamment graves, monsieur le vice-premier ministre. Et les faits sont là. Les faits sont là, mais nous aurons l'occasion sûrement de revenir parce que c'est un élément qui méritait ces éclaircissements et cette prise de position claire du gouvernement. Je sais que de votre retour à Kinshasa, vous allez vous activer. En accord avec la technique, je voudrais que nous puissions regarder le message du président de la République aux jeunes que nous avons vus cet après-midi à Kanyamakasese. De la nation, Banamboka, bazali na esengo mingi ya kokutana na bino lelo. Ndenge tozali wana bayebisi ngai na général Kasongo ekouti kokoma, ça fait à peu près 4 mois pour la formation na bino. Nalingi naloba na bino boye, mingi kati na bino baponaki nzela ya bobungi, kasi biso bakambi ya mboka na bolingo oyo tozali na yango mpona bana mboka nyonso, bazala ya makambo malamu to makambo mabe,
Na bolingo wana tolobi tokopesa congolaise na congolais nyonso chance ya ndenge moko. Ata ozwaki nzela ya bobungi na bolingo tozali na yango oyo esengeli mpe tozala na yango biso banso bana ya mboka Congo, bolingo mpona mboka na biso mpe bolingo mpona ndeko na biso congolais. Yango tolobaki tokorekupere bino tozongisa bino na nzela ya malamu boyekola misala epesa bino mayele ya kosala vi na bino. Yango wana nalobi likambo oyo bouti kobanda ça fait 4 mois ezali te koyekola kobongisa vi na bino. Passage na bino na centre oyo ekopermettre bino oyekola misala ya ndenge na ndenge, bozwa expérience nsima na yango bopona nzela na bino ya kobongisa vi. Bokobala, bokobota, bokokolisa oyo ya bino bana bakongole oyo bakoya kobamplace bino ntango bokolemba. Voilà, c'était le président de la République qui s'exprimait devant la nouvelle cohorte des jeunes qui ont commencé il y a 4 mois au service national sous l'encadrement du général Kabouik. Monsieur le vice-premier ministre, tous les vendredis, vous nous parlez de la lutte contre la criminalité et les banditismes. Lorsque vous voyez ça, vous vous dites que nous avons une réponse qui fonctionne. Oui, on a une réponse. Il y a plusieurs initiatives. Le service national fait partie des initiatives qui permettent au gouvernement et à la société congolaise de récupérer notre jeunesse désœuvrée qui n'a pas eu la chance et l'occasion de se faire encadrer, de retrouver ce foyer ici pour un encadrement au bénéfice de la société. Il y a plusieurs autres initiatives. La police s'engage et est engagée à travers différentes instructions dans les grandes villes pour tant soit peu gérer ce phénomène. Nous sommes en train de multiplier aussi d'autres initiatives. On a lancé, sur instruction du président de la République et de Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, l'initiative aussi d'encourager le pouvoir judiciaire à travers les actions de la police à mettre en place des audiences foraines qui permettent assez rapidement de gérer la problématique judiciaire de cette jeunesse délinquante, mais aussi qui est un signal fort vers eux-mêmes et vers toutes nos familles pour qu'ils sachent que le pouvoir judiciaire est là, l'État est là, elle prend en charge et elle sanctionne tous ces actes pénaux qui mettent en mal nos concitoyens dans nos cités et dans nos quartiers. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. Vous savez que nous devons vous libérer, mais vous allez autoriser que nous puissions spécialement prendre 2 questions. Il y a des journalistes qui sont venus de Kinshasa et des journalistes de Lubumbashi. On prendra une question pour Lubumbashi, une question pour Kinshasa. Ensuite, nous pourrons vous libérer. On va commencer par Madame Rachel Kitita et puis ce sera Monsieur Narville de Voice of America. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole, pour la parole. 3 petites questions. Je m'adresse à vous d'abord au vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur. Épuration ethnique signifie pour bon nombre des Congolais une question discriminatoire. Pourquoi? Est-ce que le gouvernement est prêt aujourd'hui à l'assumer et pourquoi cette discrimination? Qu'est-ce que vous visez exactement par cette question de l'épuration ethnique, notamment dans les dernières nominations des administrateurs? Aussi la question de la sécurisation des sites miniers. Vous savez d'où viennent ces hommes en uniforme? Vous savez qui sont-ils?
Qu'est-ce que vous attendez pour sanctionner puisque la situation semble s'éterniser? Vous allez vous rencontrer, discuter, prendre des mesures, mais la plus grande mesure, c'est d'abord des sanctions sévères pour que pareille situation ne se répète plus. Et une dernière question, porte-parole du gouvernement, le président de la République ne cesse de le dire, et de dire aux Congolais sa volonté de changer la Constitution. Mais cette question ne doit pas diviser la classe politique, ou moins encore la population congolaise. Vous avez suivi des réactions qui fusent partout, des opposants notamment, réactions très sévères de Délice Sanga, mais aussi aujourd'hui de Martin Fayulu et peut-être demain de Moïse Katumbi ou encore de Joseph Kabila. Pourquoi cette insistance sur le changement ou la modification de la constitution de la RDC aujourd'hui, alors que c'est une question qui ne semble pas faire l'unanimité au sein de la classe politique? Merci, j'aurai l'occasion de répondre à cette question, le temps justement de prendre les réponses du vice-premier ministre. Sûrement que le ministre de Mines pourra dire un mot à ces sujets parce que vous parlez des sécurisations de sites miniers. Mais d'abord, c'était sur la question des administrateurs récemment nommés par les Rwandais et des supplétifs du M23 avec l'expression épuration ethnique que nous avons entendue pour la première fois vendredi dernier au Conseil des ministres. Monsieur le vice-premier ministre. Oui, vous avez identifié un acte très important posé par le M23 et le Rwanda, c'est la nomination des administrateurs. Donc nous, au niveau du gouvernement, nous avons relevé une série d'actes posés de façon graduelle. Et la première, elle a été le fait d'avoir chassé toutes les populations. Et vider des villages, des cités, de toutes leurs populations. Maintenant, il ne faut pas nous poser la question au gouvernement de savoir qu'est-ce qu'elle vise. Le gouvernement est là pour défendre les intérêts de ces populations. Le gouvernement fait un constat que nous sommes dans une situation d'épuration ethnique parce que vous constaterez aussi, et nous sommes en train de récolter tous les éléments, qu'il s'agit du déplacement d'une population bien identifiée, d'une ethnie bien identifiée, pour repeupler ces espaces par une autre population bien identifiée, d'une ethnie aussi bien identifiée. Donc nous, au niveau du gouvernement, nous faisons notre travail de rassembler tous ces faits et de les mettre à la connaissance de l'opinion publique. Et nous passerons nécessairement, sûrement, à une autre étape, celle de la dénonciation, c'est-à-dire de la saisine de la justice au niveau international pour que tous ces faits-là soient actés et soient sanctionnés comme le droit international le réglemente. Alors, en ce qui concerne la sécurisation des sites miniers, je peux vous dire que depuis quelque temps, et sur instruction du président de la République, nous avons au niveau du gouvernement et par l'entremise du ministère de l'Intérieur, Sécurité, initié un certain nombre de réunions qui ont pour objet principal cette question-là, la sécurisation des sites miniers et même aussi la présence des personnes étrangères dans nos sites miniers. Et ces réunions, nous les faisons, nous les tenons avec le ministère des Mines, le ministère de l'Hydrocarbure, mais aussi le ministère de la Défense, et avec les différents services de sécurité. Il est ici question pour le gouvernement d'avoir d'abord, dans un premier temps, une idée globale de la situation dénoncée depuis un certain nombre de temps, sur laquelle nous avons déjà un certain nombre d'éléments, mais nous voulons, à travers ce focus qui s'est mis en place avec les différents ministères sectoriels, pouvoir avoir une idée globale de la question et pouvoir en sortir avec une initiative qui va mettre fin à toute cette situation. Effectivement, vous l'avez bien dit, il y a des sanctions qui doivent être prises et il y a déjà des sanctions. Ça, je peux vous le confirmer. Il y a certains de nos hommes en uniforme qui sont aujourd'hui sanctionnés pour ces faits-là. Mais nous nous retrouvons devant une situation où nous avons un bon nombre de sites miniers qu'il faut nécessairement sécuriser. Et le défi que nous avons à travers cette initiative, c'est d'arriver à redonner à la police des mines sa suprématie dans le domaine. Et au niveau du ministère de l'Intérieur, nous sommes déjà dans une initiative de réorganiser au niveau national
la police des mines, pour lui permettre de reprendre ses prérogatives sur toute cette problématique, sur tous ces sites, de manière à ce que les autres services puissent les libérer. Et là, on aura un seul interlocuteur, un seul service qui sera chargé de sécuriser ces domaines. Et on est convaincu qu'avec cette façon de travailler, on va sécuriser non seulement les différents privés qui viennent investir dans ce secteur, mais aussi toutes nos populations riveraines qui sont concernées par cette insécurité. Voilà, Monsieur le ministre de Mines, je sais que vous n'aviez pas encore dit vos mots introductifs concernant votre participation dans ces briefings, mais parce que c'est une problématique qui se pose avec acuité et qui concerne votre secteur, qu'est-ce que vous pouvez dire en supplément à ce que venait de dire tout à l'heure le vice-premier ministre? Voilà. Donc, par rapport à ce qui a été dit, par le VPM, donc je voudrais d'abord préciser que au niveau de la structuration, on va dire un peu de la chaîne minière. Donc nous avons les sites miniers qui sont dessus. Il est très important pour nous de pouvoir nous assurer, que l'on va continuer à lutter contre ce trafic illicite, mais également sur toute la contrebande qui se met en place pour le trafic de ces minerais et qui échappe à l'État au niveau national et empêche l'État d'avoir des revenus. Donc, pour compléter ici ce qui a été dit, c'est qu'à notre niveau également, l'inspection générale des mines, qui est aussi en train d'être remise sur pied, va aller de plus en plus fréquemment sur les sites pour s'assurer que les dispositions qui ont été prises au sein de la commission et des instructions qui sont mises par le gouvernement, nous assurer également que tout ça se fait dans les règles de l'art et que le système de traçabilité peut nous garantir à l'entrée des entités de traitement que l'on a, je dirais, un minerai qui respecte tous, je dirais, les aspects de bonne gouvernance, de respect des droits humains, mais également de la source d'approvisionnement qui n'est pas une source illicite. Voilà, c'est illustratif justement du fait que le gouvernement suit de très près la situation et est sensible aux différents rapports qui ressortent des ONG qui travaillent dans les secteurs. On va prendre la dernière question de Narval Mabila avant que nous puissions libérer le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. C'est des questions, j'espère, spécifiquement destinées à lui parce qu'avec le ministre de Mines, nous ne sommes pas encore entrés véritablement dans les vifs de son sujet ce soir. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà. Merci bien, Excellence. C'est Narval Mabila, pour le compte de la Voix de l'Amérique. Monsieur le VPM, la guerre de l'Est, une épine éternelle pour l'RDC. Des milliers de morts, sans résultat pour l'RDC. Chaque jour, l'RDC continue à se plaindre sur le plan international. Il faut attendre des sanctions. Quelles seraient aujourd'hui les stratégies qui peuvent permettre à ce que l'RDC puisse retrouver sa paix et que les gens de l'Est puissent vivre en paix? Parce que c'est une promesse du président de la République lors de sa campagne. Il avait promis qu'il devait y avoir la paix à l'Est de la RDC. Mais aujourd'hui, c'est des éternelles plaintes face vis-à-vis de la communauté internationale, vis-à-vis du Rwanda. Alors, si c'est cela votre question, le VPM aura l'occasion justement de répondre d'embrayé. Qu'est-ce que vous appelez plainte? Parce que j'entends souvent dire ça. Nous sommes, je suis ministre de la Communication et des Médias. Lorsqu'on vous informe des faits qui sont sur le terrain, en quoi cela constitue une plainte? Justement, ça c'est une expression qui est motivée dans les jeux, parce que la guerre, elle se passe aussi au niveau médiatique, dans la guerre de l'ennemi. Lorsque nous disons que nous avons un front militaire, nous avons un front diplomatique, nous avons un front médiatique, nous avons un front économique, nous avons un front judiciaire, qu'est-ce que cela veut dire? Les militaires se battent, il y a un processus de paix, il y a dans les fronts diplomatiques, dans la diplomatie, en quoi cela consiste? Parce que dans la diplomatie, c'est la discussion. Alors, lorsque vous avez constaté qu'il y a non seulement violation du territoire, mais qu'il y a des populations qui sont en train d'être délibérément déplacées et que l'on est en train de nommer des personnes qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas habilitées, lorsqu'on en parle et lorsqu'on saisit des mécanismes, c'est comme ça que fonctionnent les États. Il ne faut pas considérer que c'est une plainte lorsque nous relevons, auquel cas, pourquoi alors on devrait vous informer si cela doit être assimilé de cette manière. De toute façon, il y a une stratégie claire, le VPM pourra en dire davantage, mais je souhaiterais que
dans la présentation de fait que nous fassions tous attention. Parce que la situation de l'Est est une situation complexe qui dure 30 ans et pour laquelle nous voulons tous apporter la solution. Et dans cette solution, chaque Congolais, en dehors de nous-mêmes comme gouvernement, ont aussi l'obligation d'y contribuer. C'est pour ça que nous faisons de campagne, notamment Bendele Koyaté ou Défendons la Patrie, parce que c'est une guerre qui est imposée à nous tous en même temps. Monsieur le vice-premier ministre. Voilà, donc bon, je ne crois pas que je suis venu ici me plaindre, loin de là. Je suis venu participer à un exercice de communication et parce que j'ai la presse devant moi. Et je crois et j'espère que j'ai une presse nationale, une presse congolaise. Je ne sais pas s'il y a la presse étrangère ici, mais même si vous êtes de VOA, j'ai cru par votre nom comprendre que vous êtes congolais. Il faut arriver... Je suis congolais de père et de mère. Voilà. Il faudrait arriver à ce que nous tous congolais, quel que soit le bord duquel nous sommes, politique, idéologique, régional, culturel, il faut arriver à ce que nous puissions tous comprendre que nous sommes un pays en guerre. Alors, dans un pays en guerre, on doit tous avoir une seule attitude face à cette guerre-là, d'agression, qui est une guerre d'agression qui est venue de l'extérieur. On doit avoir tous la même attitude. On ne se plaint pas, on informe. D'ailleurs, souvent, on critique le gouvernement parce qu'on dit qu'il n'informe pas suffisamment. Voilà qu'aujourd'hui, on vous informe d'une situation extrêmement grave. On nous dit qu'on se plaint. On ne se plaint pas. On a cette responsabilité d'informer la nation. Et je crois que vous, la presse, surtout la presse nationale, vous avez la responsabilité aussi patriotique de porter ces informations. Parce que c'est des situations extrêmement graves qui concernent la nation congolaise dans son intégrité et son indépendance. Donc nous, on vous informe. Maintenant, sur le plan, en ce qui concerne la guerre, comme il a été dit, il y a un front diplomatique qui est un front extrêmement important sur lequel la République démocratique du Congo est engagée au niveau international, à Luanda. Et notre armée, nous sommes en train de la réorganiser. Et dans tout cela, il faut aussi arriver à considérer que cette guerre qui a connu plusieurs étapes depuis plus de 30 ans, aujourd'hui, cette fois-ci, pour cet épisode, la République démocratique du Congo résiste comme elle n'a jamais résisté. Et je crois que cela aussi, il faut que vous, les communicateurs, vous qui portez la communication dans l'espace national, vous puissiez aussi arriver à le faire savoir et dans une certaine dignité. Parce que cette guerre nous concerne nous tous. Je suivais il y a quelques minutes ici une émission où on nous faisait part de l'action de l'AFDEL qui a fait disparaître notre Institut de géographie nationale. Quand je dis disparaître, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à l'intérieur, il n'y a plus d'archives. C'est des actes d'une guerre qui date de plus de 30 ans, dont les conséquences graves, non seulement nous sommes en train de les subir aujourd'hui, mais nos enfants, si nous gardons cette attitude-là, nos enfants les subiront davantage que nous-mêmes. Donc je crois qu'il est important que nous tous, nous puissions arriver à considérer et à intégrer, même si nous sommes aujourd'hui ici à Lubumbashi, il n'y a pas de coup de feu, nous sommes en paix, mais la nation congolaise est une nation en guerre, qui a dans cette guerre opté pour différents fronts. Il y a un front militaire, il y a un front diplomatique, il y a le front médiatique que nous sommes en train de mener avec vous ici. Et ce front médiatique, il faudrait que nous tous nous puissions le porter. Parce que c'est une question qui nous concerne nous tous, gouvernement, société civile et même opposition. Et c'est des fois quelque chose qui semble nous manquer. Et je me permets, en répondant à votre question, de nous le rappeler à nous tous. Merci. Voilà, monsieur le vice-premier ministre, je crois que nous allons vous remercier aussi. On ne va pas vous retenir longtemps parce que vous devez encore, aux côtés du président de la République, poursuivre les audiences avec le Force Vive. Et demain, nous serons tous à l'inauguration du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale de la province du Haut-Katanga, qui est une concrétisation de la vision, évidemment, du président de la République. Merci beaucoup, monsieur le vice-premier ministre. Merci à vous. Okay. Monsieur le ministre Adomine, je vais me tourner de votre côté parce que le président de la République, parmi les éléments qui l'ont amené ici dans le Haut-Katanga, c'était
la mine de Kiko qui reprenait vie, une mine qui existe depuis 100 ans et qui a été fermée depuis à peu près 31 ans et qui a été réouverte grâce à la vision du président de la République, et vous avez la charge du ministère de Mines. Qu'est-ce que cela représente à la suite? On a suivi notamment STL, une filiale d'Agekamine, mais qu'est-ce que cela représente, tous ces faits qui sont portés par les présidents de la République pour les secteurs miniers congolais, mais aussi pour les populations de cette partie du pays? Merci. D'abord, je voudrais préciser que selon la vision du chef de l'État, le secteur des ressources naturelles doit profiter aux Congolais qui sont les propriétaires et qui devraient en être les bénéficiaires. Et ce secteur doit permettre le développement de notre pays, son développement économique, mais également assurer le bien-être socio-économique de nos populations. L'usine de Kiko, donc c'est une usine de zinc qui a été inaugurée, comme vous l'avez dit, 33 ans après leur fermeture. Cela démontre quoi? Cela démontre que sous la vision éclairée du chef de l'État, nous avons ici plusieurs choses qui peuvent être mises en avant. Un, cela, comme s'est engagé le chef de l'État, offre une opportunité de création d'emplois pour les populations de la cité minière de Kipushi. Donc c'est déjà un premier point sur lequel on peut avancer. Un deuxième point, cela démontre aussi de l'amélioration du climat des affaires et du climat juridique qui favorise à ce qu'un investissement de presque $1 milliard puisse se faire en République démocratique du Congo sur une usine de zinc en partenariat avec, je dirais, la Gécamine. Et dans ce modèle-ci, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons apporté une nouvelle forme de partenariat. La Gécamine, à ce jour, on était passé de hier à aujourd'hui de 32 à 38% de prise de participation, mais cela va aller progressivement et cela va apporter que la République démocratique du Congo pourra être plus forte et pourra assurer sa souveraineté en étant justement un actionnaire majoritaire après une douzaine d'années. Voilà, Monsieur le Ministre, avant que nous puissions prendre des questions, il y a STL, une filiale de l'Egecamine qui produit du germanium financé par le gouvernement congolais. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sujets-là? Voilà. Avant d'aborder ce point, ce que je voudrais préciser, c'est en fait quelle est la politique de notre ministère. Le ministère se focalise en fait autour de 5 axes, principalement, on va dire, liés autour d'un seul mot, le mot qui est diversification. Le premier mot diversification, c'est pour expliquer que nous sommes, avec cet exemple également de Ivanoé, nous sommes à la recherche de la diversification de nos partenaires au niveau international. Cette diversification se fait, je dirais, avec différents pays, mais également sud-sud, en des partenariats avec, je dirais, les régions sud, mais également congolaises, soit nationales, soit publiques, soit avec des individus. L'autre aspect de la diversification est la diversification sur les minerais que l'on traite. Vous avez parlé du germanium. Aujourd'hui, on a le zinc et demain, nous aurons le lithium et d'autres types de matériaux. Donc là-dessus, nous avons en termes de minerais déjà une diversification des types de minerais que nous allons produire. Enfin, encore une autre diversification, c'est la diversification autour des provinces minières. Aujourd'hui, les activités minières sont concentrées principalement sur l'Est, le Sud et une partie du Centre. Mais vous êtes sans savoir que la République démocratique du Congo regorge d'énormes richesses. Et ces richesses, on les retrouve dans toutes les provinces de notre pays. Enfin, une autre partie de la diversification que nous dirons, c'est la diversification en termes de produits finis ou semi-finis que l'on va faire ici localement. Et c'est là où entre en compte toute la partie de la transformation locale. Transformation locale où on ira un peu plus en profondeur dans la chaîne de valeur et également dans la création d'emplois, renforcer la création d'emplois et renforcer le transfert de technologies. Et enfin, la diversification, c'est-à-dire utiliser les ressources du secteur minier pour pouvoir diversifier réellement notre économie en partant sur l'agriculture, le tourisme et d'autres activités. Donc vous avez là le cas spécifique de STL avec son germanium qui répond
Un, sur les aspects de diversification au niveau national, où c'est l'État qui reprend de la souveraineté avec une nouvelle commodité, mais également sur le cas d'hier, à Kiko, où nous avions l'attraction d'un investisseur étranger et sur un minerai qui est le zinc. Et cela pour profiter en fait aux différentes populations locales, parce que ces communautés locales derrière vont bénéficier d'emplois directs, d'emplois indirects, et une vie et la création d'une vie économique va se remettre en place à ces endroits. Alors, vous avez parlé des diversifications, en tant que diversification de partenaires aussi. Exactement. Et dans le cas d'espèces, avec, je dirais, Ivanoé, qui est donc un investisseur qui a déjà commencé ici, mais qui montre encore sa confiance dans la République démocratique du Congo, où il se dit qu'il peut investir des montants aussi importants et s'assurer d'un retour sur investissement. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. On va prendre quelques questions. On va commencer par celle de Patient Lukusa pour le compte de la presse de Lubumbashi, et puis ce sera Eric Izami pour Kinshasa. S'il vous plaît. Nettoyant pour lave-vaisselle Finish améliore la performance de votre lave-vaisselle et enlève la graisse et le calcaire. Ça va. Monsieur le ministre, moi c'est Patient Lukusa. Je suis correspondant de Top Congo dans le Haut-Katanga. J'avais une question pour le monsieur le ministre de l'EVPM de l'Intérieur. Malheureusement, il est parti, mais je pose quand même la question, tout en espérant que vous, en tant que porte-parole, vous allez répondre à la question. La question, c'est, à chaque fois que le président est à Lubumbashi ou dans le Haut-Katanga, les barrières nocturnes qui sont érigées à partir de 22 heures sont souvent levées. Et par moments, les Congolais se posent des questions. Comment expliquer que c'est seulement à chaque fois que le président est là que les barrières sont levées? Et pourtant, dans certains quartiers comme la Rouachi, Faustin, Golf, il y a eu par moment chaque nuit des crépitements de balles la nuit. Et même aujourd'hui, vers 10 heures locales, il y a eu un séminariste qui a été enlevé. Nous sommes du côté, du côté de Tchamalale. Et l'Église catholique a même condamné son enlèvement et exige d'ailleurs sa libération. Ça, c'est la première question que j'avais. La deuxième, c'est, Monsieur le ministre, le président, son interprétation sur l'article 217. Je crois que sur la question de la Constitution, j'y répondrai. Oui. Si c'est cela la question, vous pouvez la poser, mais je répondrai plus tard. D'accord. Au ministre Domine, Monsieur le ministre, je crois que je vous ai posé la même question hier à Kipushi. Malheureusement, je n'étais pas satisfait. La plupart des habitants qui sont qui sont aux côtés des entreprises minières, je prends l'exemple ici sur la route Kin-Sévéré, il y a une entreprise qu'on appelle MMG. Les habitants qui se trouvent au niveau des 91e poteaux, ces habitants se plaignent chaque fois. Ils ont même demandé leur délocalisation. Pourquoi? Parce que les eaux, depuis qu'ils puisent là-bas, ces eaux ont des conséquences sur leur santé et même sur leurs animaux. Et j'étais sur place, je me suis rendu compte que, ou les habitants se sont rendus compte que même les arbres sont en train de faner à cause de la pollution des eaux aux alentours de cette entreprise-là. Ce n'est pas seulement pour cette entreprise, mais la plupart des habitants qui sont le long des entreprises enregistrent ces problèmes. Et vous, en tant que ministre de Mines, même si on parle de Kiko, quelles sont les dispositions que vous allez quand même prendre pour la santé de ces Congolais, de ces populations qui ne demandent que la protection sur le plan de la santé? Merci. Voilà. Monsieur le ministre. Voilà. D'abord, il faut savoir que nous plaçons le centre de nos activités tous les aspects de règles, ce qu'on appelle le RSE, c'est-à-dire responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Dans le cas d'espèces de MMG, Kin-Sévéré, nous avons une mission qui est sur place, ici à Lubumbashi, depuis la semaine passée, qui justement est en train de relever les aspects je dirais, d'impact de cette activité minière sur les populations avoisinantes. Et donc là, je dirais, nous avons le rapport qui va sortir récemment, incessamment, et là-dessus, vous entendrez les dispositions qui seront prises parce que, comme je le rappelle, ce n'est pas normal que, ce sont des dispositions qui sont prises dans le code des règlements miniers, où les entreprises ont cette responsabilité de travailler
en harmonie avec les populations environnantes et surtout à ne pas impacter leur quotidien. Et quand ça doit être fait, il y a, comme vous l'expliquez, des délocalisations qui doivent être mises en place. Mais sinon, en amont déjà, il y a plein de mesures qui doivent être prises par ces entreprises pour éviter de pouvoir atteindre je dirais, à la sécurité des populations. Voilà, on va prendre les questions de Eric Izami. Merci de la parole, Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias. Je suis Eric Izami pour le compte de Antenne A Télévision. Je regrette que le VPM soit parti, mais bon, puisque lui, il était là quand même, il s'occupe de la territoriale. J'aurais voulu commencer par une exhortation. Nous sommes à Lubumbashi. Nous aurions voulu savoir le secret du gouverneur du Haut-Katanga, parce que j'ai vu quand même que la ville est propre, qui partage son secret aux autres gouverneurs de la République démocratique du Congo. Alors, pour le ministre de Mines, M. Kizito Pakabomba, si nous considérons, et c'est vrai, bravo pour le premier pas à Kiko, hier, avec l'inauguration pour la production du zinc, si nous considérons que c'est par rapport à la relance de la Gécamine, ça sera quoi la prochaine étape? Vous irez où pour justement revigorer la Gécamine? Et puis, on vous a vu récemment au niveau de la représentation nationale à Kinshasa, à l'Assemblée nationale, mais peu avant que vous n'arriviez là-bas devant les élus du peuple, vous aviez diligenté une enquête, notamment dans 3 territoires de la province du Sud Kivu, Fizi, Mwenga, Chabunda. Et vous aviez dit, juste après votre collègue des infrastructures, que le Congo, pour interconnecter tous nos 145 territoires, avait besoin de 60 milliards de dollars américains. Et que rien que par la production de l'or dans Chabunda, l'on pouvait trouver cet argent. Et vous avez décrié le fait que, malheureusement, certains de nos officiers de FARDC ou de la police, ou même des services de sécurité, font le lit de ceux qui passent pour être des ennemis de la République. Hein? Vous avez aussi dit et cité nommément certains opérateurs chinois qui, eux, viennent sans respecter quoi que ce soit dans le code minier, mais ils se graissent le poche au détriment de notre trésor national. Alors, avez-vous, au niveau du gouvernement, tout le moyen qu'il faut pour contraindre ceux-là à respecter le prescrit de notre cadre, le code minier? Qu'allez-vous faire pour que nous rentrions tous et que chacun occupe sa place? Voilà, ouf. Monsieur le ministre, vous êtes bien suivi. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, en fait, d'abord, par rapport à l'exercice, je dirais, de redevabilité devant les élus nationaux, cela fait partie du jeu démocratique et, je dirais, nous sommes prêts à nous soumettre à cela. Il n'y a pas de problème. Je voulais juste préciser que nous avions amené une mission d'enquête, non pas sur les trois territoires, mais uniquement à Mwenga. C'est la question orale avec débat qui, elle, portait sur les 3 territoires. Alors, pour ce cas d'espèce, effectivement, c'est une zone qui est située, je dirais, à l'est de notre pays et qui, ça a été rappelé ici, nous subissons une guerre, une agression, et cette guerre est à caractère économique. Ce caractère économique est pour le pillage de nos ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Et ces minerais s'en vont vers l'Est malheureusement. Et, vous l'avez rappelé vous-même, nos compatriotes font également le lit de l'ennemi en favorisant cela, et ce qui amène certaines, je dirais, déstabilisations du secteur minier. Mais pour parler de la présence d'étrangers dans les mines, cette présence aussi est décriée. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a rappelé que nous sommes dans une commission avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère de la Défense, hydrocarbures et mines, pour justement pouvoir apporter des solutions à cela. Mais qu'à cela ne tienne, nous n'avons pas attendu simplement de constater. Lors de la mission qui a été diligentée, plusieurs faits ont été relevés et ces faits seront sanctionnés comme cela est prévu par les textes et lois de notre pays. Aller plus loin, qu'est-ce qui va se faire après? Vous avez donc déjà le germanium qui a été mis en production. Le zinc, cette fois-ci, qui est également mis en production. Nous avons
au niveau de la République démocratique du Congo, sur justement toute la partie Est, qui est une partie où il y a beaucoup d'or, principalement, et aussi on va dire, coltan, cassitérite. Mais on va parler ici de l'or. Nous avons une entreprise qui s'appelle Primera Gold, qui a été rebaptisée d'ailleurs TRC Gold. Cette entreprise, pourquoi on l'a rebaptisée? Parce qu'en fait, on était en partenariat avec des Émiratis. Et dans le cas d'espèce, la République démocratique du Congo, au travers de la GECAMINE et du Fonds minier pour les générations futures, la République a repris encore une fois sa souveraineté et nous allons déployer sur toute la ceinture aurifère de l'Est, nous allons déployer cette entreprise pour pouvoir capter l'ensemble de l'or qui partait à l'Est. Et vous allez vous en souvenir que cette entreprise, à l'époque, quand elle s'appelait Primera Gold, les statistiques d'exportation d'or pour la République démocratique du Congo étaient de 25 kilos. Après une année d'activité, leurs statistiques sont montées jusqu'à 5 tonnes. Absolument. Voilà un exemple où, lorsque l'on fait les choses, on fait bien les choses, eh bien, économiquement, ça a été rappelé ici, que nous menons aussi notre guerre et notre riposte sur le front économique. Et donc, sur ces aspects économiques, nous allons continuer et poursuivre nos activités pour mettre, je dirais, avoir un front pour priver, je dirais, les voisins de l'Est de leurs ressources de leurs ressources en argent, qui leur permet aux groupes armés d'avoir de l'argent pour acheter des armes. Monsieur le ministre, justement, avant qu'on ne prenne la question suivante, sur ces sujets, il y a beaucoup qui disent, on connaît bien le diamant du sang, le minerai du sang, on en parle. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les différents processus de certification ou dans les différentes stratégies que vous êtes en train de mettre en place, parce que nous savons que le Rwanda exporte notamment de produits comme les 3T, exporte, nous savons que ça vient d'ici. Est-ce que vos services sont en mesure de le tracer, d'identifier les circuits de passage et d'être en mesure d'y mettre un terme? Voilà, il y a là-dessus ces activités, on va dire, d'exportation et d'exportation et même de mouvement dans la région ici, se traitent en premier lieu au niveau de la conférence internationale des Grands Lacs, la CIRGL. Une fois de plus, il y a 2 semaines, nous étions à la réunion interministérielle entre les différents ministres des Mines de la sous-région. Eh bien, sur le cas d'espèce, d'abord, je voudrais féliciter, je dirais, la vision du chef de l'État qui fait en sorte que nous sommes en train de nous mettre en ordre par rapport à toutes les institutions, en ordre de cotisation par rapport à toutes les institutions auxquelles nous appartenons. Et pour le cas d'espèce, nous avions plus de 6 années, je dirais, d'arriérés, et cela a été réglé avant d'arriver à cette réunion. Mais en payant justement nos cotisations dans ce genre d'institutions, ça nous permet de porter notre voix plus forte et que l'on puisse, je dirais, nous écouter. Alors là, nous avons repris ce qui avait été fait et nous avons confirmé que le mécanisme de traçabilité par rapport à la CIRGL, ce mécanisme de traçabilité qui permet justement, avec un laboratoire qui est placé, je dirais, au niveau de la Tanzanie, de pouvoir certifier l'origine des produits, notamment, parce que ces produits, en fait, minerais, ont un ADN, et donc c'est de redéployer les activités de ce laboratoire qui est situé en Tanzanie. Voilà. Alors, Monsieur le Ministre, on va prendre une question encore sur le mine, parce que je voudrais, avant de répondre à la question sur la Constitution, rappeler ce que le président de la République avait dit. Donc, on va prendre une vidéo. Mais est-ce qu'il y a une question spécifique sur les secteurs miniers pour lequel le ministre devait répondre? On va y aller avec Jean Gandou. Merci beaucoup pour la parole. C'est Jean Gandou de Radio Kapi. Monsieur le ministre, parlant de mines, et nous savons que les mines sont très prisées, les opérateurs miniers s'inquiètent du climat des affaires qui semble ne pas être très bon, notamment au niveau de la frontière de Kasumbalesa, où au lieu qu'on ait les services requis, il y en a un nombre quasi pléthorique. Et très souvent, on les chasse, ils reviennent. Mais alors la question qui se pose,
ceux qui sont les instigateurs ou qui envoient les autres services à la frontière, sont-ils plus forts que l'État pour qu'ils ne soient pas sanctionnés? Parce qu'en fait, cela fait en sorte que certains opérateurs économiques qui veulent bien venir au pays, s'arrangent pour aller investir ailleurs et c'est le pays qui perd. Est-ce qu'il y a une politique pour que les mesures qui seraient prises puissent être vraiment suivies et que les opérateurs miniers surtout puissent être sécurisés? On en voit sur la grande route, la route des contournements, il y en a qui sont attaqués. Il y a les cathodes de cuivre qui disparaissent et c'est là des notes je crois que le ministre a compris la question. D'un agacement de la part des opérateurs miniers. Ils ne sont pas venus pour perdre en fait. Ils viennent pour investir et au retour qu'ils puissent gagner quelque chose. Voilà. Voilà, M. Ngandou. Ici, je dirais d'abord par rapport au climat des affaires, beaucoup d'efforts sont faits, pas seulement au sein du ministère des Mines, mais même au sein du ministère des Finances et sur d'autres aspects également. Vous allez voir ici au niveau du Fonds monétaire international les avancées qui ont été faites par rapport au programme du FMI sur lesquels nous avons pu les accomplir. Cela nous donne cette crédibilité. Le cas qui s'est passé hier à Kipushi avec Kiko qui a réouvert, c'est un investissement, je vous dis, de pratiquement presque $1 milliard. C'est un investisseur qui vient en République démocratique du Congo et qui investit, comme vous dites, pour ne pas perdre. Et s'il met son argent là, c'est qu'il ne va pas perdre. Ok? Nous avons également, et cette mine de Kiko, c'est la plus grande mine, et ça a été rappelé, de zinc au niveau de l'Afrique. Mais par contre, nous avons encore des investissements qui se font, par exemple, à Kamoa. Ce sont des investissements massifs, encore plus importants que ce qui s'est fait au niveau de Kiko. Et ces investissements permettent d'avoir, au niveau de la production cette fois-ci de cuivre, d'avoir la plus grande usine avec de production de cuivre dans le monde. Donc, ici, il y a des efforts. C'est vrai que nous venons de loin, mais depuis l'avènement du chef de l'État au sommet de la nation, des efforts sont faits pour lutter contre la corruption, pour la bonne gouvernance, pour la transparence. Alors, maintenant, sur toute la chaîne, qu'est-ce qui se fait? C'est que nous allons mettre, et nous avons commencé, aujourd'hui, nous avons trouvé, en fait, un système de traçabilité qui était fait de différents petits morceaux, si je veux dire. Donc, nous allons intégrer tout cela dans une chaîne digitale pour que l'on puisse avoir une très bonne traçabilité jusqu'aux frontières et même jusqu'aux exportations. Et encore aussi là-dessus, pour nous assurer que lorsque l'on a les 60% qui sont normalement destinés à être rapatriés en République démocratique du Congo, cela se fait et nous pouvons suivre sur toute la chaîne qu'est-ce qui s'est passé. Les aspects qui peuvent arriver, que l'on a parfois des aspects de banditisme, je dirais, le VPM, ministre de l'Intérieur, a rappelé que la police se déploie, que, je dirais, ce sont des situations qui sont gérées, je dirais, au cas par cas, dans la mesure où, sur toute la chaîne, il nous faut avoir et assurer à ces investisseurs la sécurité, mais une sécurité pour tous. Voilà, Monsieur le Ministre, avant que je ne réponde à la question très attendue sur la Constitution, il y a quand même deux choses qu'il faut dire. La problématique de l'encadrement des artisanaux et la problématique de la présence des enfants, par exemple, dans les mines dans le Lualaba. Vous savez qu'il y a eu notamment ces communiqués du département du travail américain, je pense, qui fustigeait cela au risque que cela connote sur la réputation du cobalt produit en RDC. Qu'est-ce qui est fait pour ces deux questions spécifiquement? Voilà. Pour les aspects de nos artisans creuseurs. Pour cela, ce que nous faisons, et nous mettons de plus en plus en place des zones d'exploitation artisanale qui leur permettront de pouvoir travailler dans une zone qui leur est dédiée. Cela nous amènera quoi? Cela nous amènera, que nous pouvons identifier l'ensemble des creuseurs. Cela nous amènera que nous pourrons également les faire travailler dans des conditions de sécurité, dans des conditions sanitaires qui sont meilleures. Ça nous ramènera quoi? Et ce que l'on fait aussi, c'est que l'on va leur donner des assurances qui leur permettront de pouvoir avoir une prise en charge médicale.
Donc là, on a déjà des exemples qui sont en train de se faire et qui sont mis en place par le cadre de l'entreprise générale du cobalt, avec différents pilotes, où nous travaillons avec le USAID, mais également avec la coopération allemande. Donc on voit qu'il y a l'implication, je dirais, de la communauté internationale aussi pour nous assurer une bonne... pour assurer que notre approvisionnement nos exportations vers les pays étrangers se fasse dans les meilleures règles et assurer un approvisionnement responsable, durable et avec une diligence raisonnable. Pour les aspects des enfants dans les mines, le fait de mettre justement, d'encadrer au niveau des zones d'exploitation artisanale, ça nous permet d'avoir un meilleur contrôle de qui fait quoi dans les mines. Mais il faut aussi remarquer que souvent, ce qui se passe, c'est qu'avec les groupes armés, avec ces exploitations illicites, c'est là où on retrouve du travail forcé, du travail parfois qui est dans les responsabilités et les droits des Congolais ne sont pas toujours respectés. Mais là-dessus, c'est le plan qui a été présenté par rapport à la question de tout ce qui est hommes en armes dans les sites. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. On va prendre l'extrait justement du discours du Président de la République sur la Constitution et je reviendrai pour y répondre pour terminer cet exercice de redevabilité en accord avec la technique, s'il vous plaît. Je vous confirme encore ce que j'avais dit à Kisangani. L'année prochaine, je vais réunir une commission de Congolaises et de Congolais bien pensants qui sont issus de plusieurs disciplines et dont l'objectif sera de revoir cette constitution. Leurs propositions vous seront présentées à vous, peuple congolais, d'abord à travers vos élus, et si cela est nécessaire, nous consulterons la population, le peuple congolais, pour qu'il décide de lui-même s'il doit s'arrêter à la révision ou carrément aller au changement de la Constitution. Et personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Je ne suis pas venu à la tête du Congo pour m'éterniser au pouvoir et pour faire souffrir mes compatriotes. Jamais. Tout ce que je fais, tout ce à quoi je pense, c'est au bonheur de mes compatriotes, au développement de mon pays. Parce qu'un jour, je vais devenir ex-président et je vais vivre dans ce pays auprès des miens. Je voudrais circuler dans toutes les provinces, aller et venir avec ma famille, avec mes amis et rencontrer mes compatriotes dans toute la République démocratique du Congo et en toute paix. Et c'est ça que je suis en train de préparer pour nos générations futures. Voilà, Madame Rachel Kittit, à vous qui avez posé la question tout à l'heure, et je crois que les propos du Président de la République sont bien clairs. Je ne voudrais pas sortir de ma casquette de porte-parole du gouvernement, mais je voudrais quand même rappeler une partie de mon passé récent. N'oubliez pas que j'étais dans les G13, le groupe de 13 qui avait notamment milité pour de réformes électorales. Je me souviens que ici à Lubumbashi, nous sommes venus à l'époque rencontrer Moïse Katumbi pour lui faire part de nos propositions. Autant nous avions rencontré après le président de la République en dernier ressort pour lui faire part de réflexions que nous avions récoltées
pour améliorer notre processus électoral. Dans les propositions qui ont été, y compris endossées par Moïse Katumbi, qui étaient portées par nous dans le groupe de 13, y compris l'honorable Délice Esanga. Je rappelle d'ailleurs, concernant l'honorable Délice Esanga, j'espère que vous tous, vous avez suivi le compte-rendu du vendredi dernier où le président de la République a condamné fortement les voies de fait qui ont été commises sur lui par des éléments de la police. Le vice-premier ministre aurait pu nous dire davantage sur le traitement qui leur a été réservé, parce que simplement, ce n'est pas de cette manière qu'on doit réagir, même lorsqu'il faut intervenir pour des manifestations. C'était une parenthèse pour vous montrer que nous savons faire la part de choses. Alors, nous étions ici, à Lubumbashi, où nous tous, nous avions endossé l'idée de faire la révision de la Constitution, notamment pour qu'on retourne au deuxième tour. Nous avons été voir le président de la République qui nous a reçus, je pense, à 2 reprises au Palais de la Nation, y compris pour lui faire le point pour que lui puisse l'endosser. Le seul groupe politique de l'époque qui ne nous avait pas reçus s'appelle FCC. Et nous avions plus ou moins fait l'unanimité sur le sujet. Alors aujourd'hui, moi, je me désole. Je ne sais pas si on veut faire la politique en termes de choses. Je ne sais pas si c'est une forme de haine ou de aigreur qu'on veut développer vis-à-vis de la personne du président de la République, parce que je ne pense pas que les débats devraient encore se faire sur oui ou non on devait retoucher à notre Constitution. Délice Esanga a été parmi les plus fervents avocats de cette révision. Et donc, vouloir empêcher aux garants du bon fonctionnement des institutions d'user de son pouvoir constitutionnel, de dire que nous devons réfléchir. Les termes ont été dits à Kisangani, ils n'ont peut-être pas été bien compris. Le président de la République, ici à Lubumbashi, a été on ne peut plus clair sur le sujet. Nous allons inviter une commission. D'ailleurs, ce serait bien pour l'honorable Sesanga de se joindre à cette commission, parce qu'il en a toujours été les fervents défenseurs. Peut-être qu'alors, s'il a des appréhensions, parce que je considère ici que c'est vraiment un débat où on a des appréhensions sur les calculs, sur les intentions du président de la République. Ici, le président de la République, qui est aux commandes de la République depuis 6 ans. Nous avons une constitution qui a été promulguée depuis 2006. Nous voyons, nous tous, certains goulots. Je ne voudrais pas aller en profondeur dans les débats, ce n'est peut-être pas le cadre qu'il faut, mais les Congolais ne réclament-ils pas aujourd'hui une double nationalité? Nous parlions du secteur minier ici. Il y a beaucoup de Congolais qui sont experts dans les mines. Nous étions à Genève. Nous avons rencontré des Congolais qui travaillent pour les organisations des Nations Unies qui nous l'ont demandé. Alors, à un moment donné, il faut faire la part de choses entre ce qui doit relever d'un comportement purement politicien et ce qui doit relever du sens de la République en termes de notre responsabilité collective. Si aujourd'hui, la volonté du président de la République, c'est d'avoir des structures étatiques plus aptes à répondre aux préoccupations de Congolais, où est le mal? Si aujourd'hui, c'est pour permettre à nos compatriotes qui ont pris de nationalité étrangère de jouir du fait qu'ils ne peuvent pas perdre leur nationalité d'origine, ça pose de problème à qui? Parce qu'une constitution a un objectif, on n'a pas besoin d'être juriste pour le savoir. L'objectif de la constitution actuelle, dans les contextes de son élaboration, on voulait mettre fin à la guerre. On voulait nous assurer que toutes les parties prenantes à la guerre peuvent contribuer à la gestion du pays. Mais aujourd'hui, qui ne s'énerve pas de voir que nous avons par exemple 700 partis politiques? Lorsque vous avez suivi les résultats des états généraux de la justice, où on estime qu'il y a des articles qui peuvent être retouchés. Alors ici, il faut nous sortir de haine
nous sortir des aigreurs, nous sortir du côté envieux ou du côté ambitieux à outrance, devenir président de la République à tout prix, pour ne pas empêcher aux Congolais d'avoir accès à des éléments d'information qui ressortiront de la commission qui sera mise en place et qui leur permettront de juger.